Je suis désolé que la CEDEAO devienne exactement aujourd'hui comme l'Union africaine, c'est-à-dire des organes bureaucratiques totalement inutiles. Voilà, c'est le mot de la fin. Base vraiment de la place des jeunes, c'est d'abord l'éducation. Et aujourd'hui, l'éducation est totalement par terre. Et je profite de votre antenne pour dire que nous sommes très inquiets sur les examens de cette année. On craint qu'avec toutes les mamayas qu'il y a eu, tout le désordre qu'il y a eu, toutes les fiestas qu'il y a eu pendant l'année scolaire, qu'arrivé à la fin de l'année, quelqu'un dit « Ah, il ne faut pas embêter les enfants », et puis qu'on fasse des 100% puisqu'on ne veut pas de problème. On est en période électorale. Et donc, aujourd'hui, la jeunesse a un véritable problème de formation, s'il vous plaît. Il faut que vous sachiez ça, que c'est très grave. Les jeunes ne sont pas formés correctement. Et avec le peu qu'ils ont été formés, ils ne peuvent pas accéder à un emploi. On a fait allusion l'autre jour, madame, au fait que c'est des ouvriers chinois venant, des manœuvres venant des villages qu'on envoie à Simandou. Est-ce que c'est normal? On peut en trouver ici, mais encore faut-il que les gens soient conscientisés, qu'ils aient un minimum de formation, et puis qu'on leur dise qu'ils peuvent vivre honnêtement et normalement de ça. Donc la jeunesse, il faut la responsabiliser. Ce n'est pas, il faut que les gens sachent que la jeunesse, c'est pas un critère d'excellence. C'est pas parce que quelqu'un est jeune que tout va bien. Il faut donc qu'il ait la bonne éducation, qu'il ait un bon bagage, contrairement à ce que nous avons aujourd'hui, où on a fabriqué des millions de semi-analphabètes, c'est la vérité, qui ne savent qu'essuyer des téléphones à longueur de journée. Et donc, il faut donc reprendre la jeunesse en main, la responsabiliser, qu'elle se mette au travail difficile, et puis qu'on puisse la former pour qu'elle prenne les destinées du pays en main. Et sans nous prendre un exemple, vous avez vu que tout le travail qui était fait au Congrès, c'était des jeunes. Il y avait très peu de gens ayant dépassé la cinquantaine là-dedans. Donc c'est des jeunes qui s'engagent puisqu'ils voient bien. Et personne n'est payé. Personne n'a un avantage quelconque, mais c'est vraiment un engagement personnel pour la cause commune du peuple de Guinée. Donc c'est quand même l'exemple qu'on voudrait donner aux jeunes, mais il faut, et je dis que nous sommes catastrophés par ce qui se passe. J'attire votre attention sur le désastre sur lequel nous nageons aujourd'hui dans les zones minières de Haute-Guinée, les zones aurifères. Toute la jeunesse est abandonnée elle-même, elle est dans les mines, en train de chercher de l'or, de se détruire avec de l'or. Non seulement ils n'ont pas assez d'or, mais les accidents et tout ça. Et l'école, on s'en fiche. Donc c'est extrêmement grave. Et ceux qui prennent cette responsabilité, eh bien, ils devront l'assumer un jour. C'est pas normal. Il y a un gros problème dans ces zones, surtout aurifères, je vous dis. Et quand on prend la zone de Basse-Guinée, là, c'est l'absence d'infrastructures et puis d'enseignants qualifiés et tout ça. Mais en Haute-Guinée, c'est extrêmement grave parce que les jeunes ne sont pas en train de recevoir l'éducation à laquelle ils ont droit. Ils sont tous dans les trous à mine. Et c'est très grave. Alors, oui, justement, parlant de cette jeunesse aujourd'hui, on sait que quand on parle aussi des mouvements de soutien, c'est carrément ces jeunes-là qui sont devant et on se contente la plupart du temps des miettes et puis ça va, on a notre quotidien. Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on se retrouve face à une telle situation aujourd'hui? Eh bien, c'est la catastrophe que nous vivons aujourd'hui. Croire qu'on peut balancer un peu de sous à quelqu'un un jour, ça va lui faire vivre combien de jours? Combien de jours il peut vivre avec ça? Est-ce que c'est ça son avenir? C'est pas ça son avenir. Combien de temps ça va durer? C'est pas possible. Et surtout, ces ressources, elles viennent d'où? On n'a jamais su. Nous avons dénoncé le manque de transparence de la gestion des finances par le CNRD. On l'a dénoncé. Il n'y a rien de transparent, puisque vous avez vu tous ces scandales de milliers de milliards et tout ça. Et on passe. Des tonnes d'or et tout ce qui s'ensuit. Et voilà maintenant des fiestas à travers tout le pays, avec tout ce que vous imaginez comme dépenses, sans qu'on sache d'où vient cet argent. Est-ce que c'est ça la grande priorité? Donc, c'est l'impasse, c'est-à-dire qu'on pousse la jeunesse dans l'impasse. C'est comme si vous faites une victime, et puis vous l'utilisez à vos besoins. Mais c'est très grave. C'est la facilité aussi.
Mamadou Babadiko, président du parti UFD, est notre invité ce mardi 6 mai 2025. On va parler du CNT qui a été justement, ou bien qui est en ce moment, un organe incontournable de la transition. C'est lui qui est censé élaborer ce texte qui va permettre le retour à l'ordre constitutionnel. Quelle appréciation faites-vous du travail qu'il a fait jusqu'ici? Mais moi, je ne peux pas. C'est une chambre d'enregistrement pour moi. Donc, mais la façon même dont elle a été composée, je ne sais pas. Ceux qui nous ont écartés du CNT savaient très bien ce qu'ils faisaient, puisqu'ils ne voulaient pas de voix discordantes. Et on le soutient qu'on a été écartés par un procédé très, très simple, mais on a été écartés. Donc, le fait de ne pas vouloir le pluralisme des opinions là-dedans, eh bien ça, c'est aussi un signal maintenant. Dernier élément, on a dit, ben, on attend que le texte constitutionnel sorte. Le projet qui a été soumis, on en a fait une critique circonstanciée, article par article. Nous allons bien voir de quoi auront-ils tenu compte dans le texte définitif. On verra. Ce sera aussi un indicateur pour savoir est-ce que c'est sérieux ou est-ce que réellement il continue sur la ligne d'origine, qui est donc de faire un texte sur mesure pour que le CNRD puisse faire aboutir ses projets. Assez parlé des autres, on va cette fois parler de nous, de la presse, à l'occasion de la journée même mondiale de la liberté de la presse, qui a été célébrée ce 3 mai. Il y a eu beaucoup de discours, beaucoup de dénonciations, beaucoup de promesses. Mais de façon globale, quel est votre regard sur la situation actuelle de la liberté d'expression, de la liberté de la presse en Guinée? Eh bien, la situation, elle est claire. Il y a beaucoup de médias qui étaient critiques à l'égard du pouvoir, qui sont fermés avec des centaines de gens, sinon des milliers, qui sont à la rue. Et aujourd'hui, vous savez très bien que dans tout le milieu de la presse, c'est la peur qui s'installe, puisque personne n'a envie de se retrouver à la rue pour un propos déplacé devant le micro qu'il a tendu ou devant l'article qu'il a écrit. Donc aujourd'hui, ce n'est plus, on est dans l'autocensure. Et l'autocensure, c'est totalement contraire à la liberté d'expression. Donc, nous vous encourageons. On l'a dit et répété. Il faut être responsable. Les injures, les incitations à la haine, à la guerre et tout ça, ça c'est pas normal. On l'a condamné directement, mais il faut que la critique soit libre. Je plains un pouvoir pour qui toute critique doit être vue comme une agression. Ça veut dire qu'on ne va jamais progresser. C'est bien pour ça que la Première République a échoué totalement, puisqu'il n'y avait aucune liberté d'expression. Et c'est la clé du progrès. Et l'Afrique n'est pas habituée à ça non plus. Ce n'est pas dans notre culture. Alors, il y a quand même pas mal de personnes aujourd'hui qui disent que cette Première République dont vous parlez a laissé des acquis qui malheureusement n'ont pas été conservés par la République et par les autorités qui ont suivi. Véritablement, quel est votre avis là-dessus? Eh bien, il faut savoir que nous sommes des enfants de l'indépendance. Donc, on a quand même on a été formés là-dedans. Après, on a émigré, évidemment, après les événements de 1961. On ne peut pas faire tout le bilan qu'il y avait, mais un premier bilan, par exemple, un élément positif, c'était la scolarisation des filles. Je me souviens, c'est le PDG qui avait, c'est le régime de la Première République qui avait fait l'obligation de scolariser les filles et d'interdire les mariages précoces. Voilà un élément important. Et ça n'a pas été continué. Maintenant, on cherche simplement quelqu'un qui est au Nicaragua ou en Europe pour marier la fille et puis l'affaire est réglée. Et vous avez vu l'explosion, malheureusement, je le dis avec beaucoup de peine, de la prostitution et tout ce qui s'ensuit. C'est extrêmement grave, on ne peut même pas trop parler. Maintenant, dans les acquis positifs, je dois rappeler que c'est le PDG, c'est Sékou Touré, qui avait fait le projet de la CBG. Et ce projet, je le dis, c'est le projet le mieux monté pour les intérêts de la Guinée de tous les projets miniers qu'on a eu après.
Et donc, on n'a pas massacré la base Guinée, on n'a pas massacré la région de Bokeh. Et c'est donc Sékou Touré même qui avait dit, notre feu père Sékou Touré qui avait dit, il ne faut pas compter sur les richesses minières puisqu'elles sont aléatoires et insignifiantes. Voilà. Donc tout ça, c'est des acquis. Donc, et ensuite, l'environnement, à l'époque, était protégé. Voilà. Et je me souviens, c'est maintenant qu'on est en train d'abattre tous les arbres qui ont été plantés à l'époque, à cette époque-là. Alors, vous allez faire en même temps votre conclusion, 1 minute pour revenir sur les grandes lignes, ou bien pour le message peut-être que vous souhaitez lancer à l'ensemble des Guinéens, à l'heure surtout où le pays se prépare à des échéances cruciales. Eh bien, le grand message, c'est que toute l'Afrique aujourd'hui post-coloniale est confrontée au problème du communautarisme. Avant les indépendances, tout le monde était uni puisqu'on ne voyait que l'adversaire européen. Et dès qu'il est parti, on est revenu aux nations qui existaient avant les frontières artificielles. Et qu'aujourd'hui, la force des peuples africains serait de trouver la bonne solution dans l'unité, dans le respect mutuel. Donc, le vivre ensemble dans les communautés en sachant que nos ancêtres de l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique a été fondée sur la base des régions de la fédération, la Haute Égypte et la Basse Égypte. Et dans chaque une des deux régions, il y avait un homme. C'est ça qui vient du grec autonome, c'est-à-dire avec une certaine autonomie. Donc en Afrique aujourd'hui, on n'a pas résolu le problème puisque l'État est fait pour être pillé. Chacun veut avoir le pouvoir d'État pour se servir et donc remplir ses besoins sur des ressources qu'il n'a pas produites. Et donc c'est ça le vrai problème. Et on a beau le contourner, il est incontournable. Aujourd'hui, comme dans 100 ans, dans 1000 ans, si les peuples africains ne résolvent pas ce problème du communautarisme, eh bien, on n'en sortira pas. Et pour nous, nous avons proposé la régionalisation avancée. Et pour terminer, je suis désolé que la CEDEAO devienne exactement aujourd'hui comme l'Union africaine, c'est-à-dire des organes bureaucratiques totalement inutiles. Voilà, c'est le mot de la fin.